Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Le Rouquin bouquine, et aujourd'hui le bouquine un texte passionnant et nécessaire. Oubliez les démocraties décadentes, les surplus de liberté. Aujourd'hui, direction la Chine. La Chine d'en bas de Liao Yiwu, c'est un recueil d'interviews sorti le 26 mars dernier aux éditions 13ème Note. Attends, je comprends plus là. Tu nous as déjà vanté la constance de la ligne éditoriale de cette maison, à quel point elle est faite de subversion, à quel point elle est portée par des auteurs latino-américains. Alors que vient foutre un chinois là-dedans? Eh bien c'est simple, Liao Yiwu est un auteur pour qui la littérature est un acte de rébellion, un véritable point levé, un vecteur d'expression qui ne cherche pas exclusivement la beauté formelle ou le divertissement pur et dur, mais un auteur qui cherche à faire vivre, à faire ressentir son propos au lecteur et à le pousser ensuite à réfléchir et à remettre en question le monde qui l'entoure. Et c'est en cela, en cette revendication d'une littérature forte et qui bouscule la bienséance, que Liao Yiwu a très clairement sa place dans le catalogue des auteurs 13ème Note. Mais pour comprendre au mieux les motivations de l'auteur et présenter efficacement cette Chine d'en bas, il faut d'abord se placer sous un autre éclairage, celui de l'histoire récente de Chine, avec ses très multiples bouleversements politiques. Alors bien sûr, je ne compte pas vous faire un topo complet, sinon cette vidéo va vraiment d'une longueur défiant toute concurrence. Cependant, parler de la Chine d'en bas sans évoquer l'histoire de pays, j'insiste, c'est vraiment une gageure. Ah, en même temps, s'il pouvait éviter de faire 2 fois la même introduction, le temps qu'il gagnerait. Ce qui est déjà intéressant, c'est de voir que la Chine, qui aux alentours du XIVe siècle, pendant la fameuse dynastie Ming, était probablement l'une des civilisations les plus avancées, s'est progressivement laissé distancer, notamment sur le plan technologique. À tel point d'ailleurs, que la Chine va essuyer au cours du XIXe siècle différentes défaites militaires écrasantes, face à l'Europe, face au Japon même, qui jusque-là avait toujours été considéré comme un pays secondaire, défaites qui vont forcer la Chine à céder différentes parties de son territoire. Ces différentes concessions humiliantes vont exacerber plusieurs mouvements modernistes, qui, tantôt encouragés, tantôt réprimés par le pouvoir en place, c'est-à-dire la dynastie Qing, vont déboucher sur la révolution de 1911, la fin des dynasties et marquer le début de la République de Chine. Les années suivantes sont très riches, très denses en événements, avec beaucoup de guerres intestines pour gouverner la Chine, beaucoup de personnages hauts en couleur aux égos démesurés, une guerre notamment entre nationalistes et communistes, une tentative d'invasion japonaise qui, au moins en apparence, va pousser ces deux parties ennemies à s'allier face à leur ennemi commun. La Chine sur une vingtaine d'années, au final, c'est carrément le trône de fer. D'ailleurs, plus tard, comme symbole de prospérité, Mao promettrait à chaque Chinois son bol d'or en fer. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'après la défaite japonaise de 1945, la guerre civile reprend entre nationalistes et communistes, jusqu'à déboucher sur la victoire des communistes en 1949, qui proclame alors la République populaire de Chine, la Chine de Mao. Et c'est à ce moment-là, après un demi-siècle déjà bien musclé, que les choses se gâtent vraiment. Le parti communiste occupe tous les postes clés et il n'y a aucun contre-pouvoir. S'inspirant du modèle soviétique pour essayer de redresser la barre du pays, Mao se lance dans des plans quinquennaux, et notamment lance son grand bond en avant. Ah, le grand bond en avant, mélanger des techniques agricoles fumeuses, qui viennent de scientifiques qui sont tout autant, à une politique très agressive de propagande qui pousse les paysans à s'intéresser davantage à la production de l'acier qu'aux récoltes, ajoutez à ça une météo catastrophique, et vous obtenez ce qu'est véritablement le grand bond en avant, c'est-à-dire la grande famine, qui aura tué, selon les plus faibles estimations, près de 20 millions de Chinois. Beaucoup de familles ont été réduites à manger leurs propres enfants, et quand elles ne pouvaient pas s'y résoudre, il n'était pas rare que 2 familles s'échangent leurs enfants. Mais ça n'est pas tout. En 1966, le parti a l'idée de la révolution culturelle. En gros, Mao fait ses purges, il va utiliser la jeunesse complètement brigadée et généralement d'un fanatisme absolument incontrôlable pour humilier publiquement les intellectuels et en gros toute personne ne serait-ce que suspectée de remettre en cause le parti. Là encore, les morts se comptent par millions et les vivants quant à eux vivent dans un climat de peur constante. Et quand en 1976 Mao décède, on pourrait se dire que le pire est derrière le peuple chinois, mais pas tout à fait encore. Parce que si dès 1979, Deng Xiaoping, donc le successeur de Mao, commence à passer différentes réformes progressistes, comme l'ouverture de la Chine aux investissements étrangers et de manière générale la possibilité pour les Chinois de respirer un peu plus, c'est avec une violence ridiculement démesurée qu'il écrase littéralement les manifestations des étudiants de Pékin en 89, qui réclamaient différentes réformes un peu plus démocratiques, sur la place tristement célèbre de Tiananmen, en y envoyant l'armée et des tanks face à une bande d'étudiants complètement désarmés. Pire encore est la prise de position des dirigeants chinois concernant ces dizaines de millions de morts que je viens d'évoquer. Pour eux, ces morts n'existent même pas. Tout juste commence-t-on à prendre une part de responsabilité dans la grande famine,
Et encore, faudrait pas trop se mouiller, mais pour le reste, pour les purges, pour Tiananmen, le gouvernement va jusqu'à nier l'existence de telles victimes, et à partir de là, dire la vérité relève de la rébellion et même de la dissidence politique. Et tout ceci nous ramène enfin à Liao Yiwu. 5 minutes d'introduction, t'as pas peur de perdre ton public toi quand même. Il est né en 58, donc précisément pour le grand bond en avant qui bien sûr a failli lui être fatal. Pendant la révolution culturelle, il va perdre son père, catalogué comme contre-révolutionnaire, et sa mère, quant à elle, va subir au moins une des fameuses humiliations publiques. Cependant, ça ne va pas faire de lui un paria, puisque devenu poète pendant les années 80, le gouvernement va même lui verser une pension en tant qu'écrivain d'État. Mais tout s'effondre pour lui en 89 avec la répression du mouvement étudiant à Pékin. Révolté, il en fait un poème, Massacre, qu'il va diffuser illégalement sous le manteau en s'enregistrant sur des cassettes audio. Quand le gouvernement l'apprend, il va être qualifié de pollueur politique et va écoper de 4 années très éprouvantes en prison qu'il évoque dans ce livre. Alors je ne l'ai pas lu, et comble de malheur, il est déjà épuisé. Cependant, les éditions 1018 vont le ressortir le 5 juin prochain, et je peux vous garantir que pour moi, le rendez-vous est déjà pris. Oh puis, petite parenthèse, de ce que j'ai lu sur ce bouquin, les anciens détenus qui sont devenus matons sont appelés les rouquins en Chine. Si quelqu'un sait pourquoi, j'espère que vous me direz dans un commentaire. Et c'est en prison, au contact des autres détenus, que Liao Yiwu tombe de son piédestal, qu'il abandonne la vanité de ceux qui ne sont pas des parias, et qu'il finit par adopter une voix nécessaire, utiliser ses talents d'écrivain pour donner une voix aux opprimés de Chine, à ceux que le gouvernement préfère ne pas voir, à ceux surtout que le gouvernement préférerait que le monde, que l'histoire finisse par oublier. Et une partie de ce résultat, eh bien c'est ce livre. Ça y est, elle va enfin parler du livre. Vous l'aurez compris, La Chine d'en bas est un recueil d'interviews, et si Liao Yiwu reconnaît avoir modifié les textes, ça n'enlève rien à la force de l'oralité, ni à la puissance des anecdotes. Alors je sais que je ne l'ai pas encore évoqué ici, mais c'était le même procédé qu'avait utilisé Van White dans American Desperado, un autre chef-d'œuvre édité par 13ème Note. Dans La Chine d'en bas, si la finalité est différente, ça fonctionne tout aussi bien. Au fil des pages de La Chine d'en bas, on voit se succéder les portraits stupéfiants d'hommes et de femmes qui, à différents moments de leur vie et de l'histoire de Chine, ont connu la peur, l'injustice, la précarité qu'engendraient les décisions du parti. Aussi, parmi les 28 interviews qui composent le livre, on découvre différents métiers tout droit issus de la Chine traditionnelle, comme les pleureurs professionnels ou les promeneurs de cadavres, on écoute horrifié un proxénète nous parler de sa marchandise, on est bluffé par la ténacité d'un voleur qui cherche absolument à s'échapper de prison, et on est effaré par le témoignage de Jiang Jihen, dit le lépreux, sur lequel je reviens un peu plus précisément sur cette vidéo aussi. Et le véritable tour de force de Liao Yiwu, c'est de nous faire nous sentir concernés par ces histoires. Pourtant ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre passé, ce n'est pas notre culture, mais on n'a qu'une envie à la fin de chaque interview, partir en Chine, et essayer de faire en sorte que là-bas soient enfin reconnues toutes ces tragédies dont ont été victimes des millions de gens, et que le gouvernement aujourd'hui encore s'obstine à essayer de dissimuler, dans l'espoir insensé qu'un jour tout soit oublié. La Chine d'en bas est un livre aux revendications universelles, et qui s'adresse directement à notre qualité d'être humain. Et c'est également le signe que plus que jamais, lire les éditions 13ème Note relève de l'acte militant. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires et suggestions, et de partager la vidéo bien sûr. La prochaine fois, une véritable arlésienne aux éditions 13ème Note, Narcissa de Jonathan Chaud. D'ici là, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!